Ça y est, nous sommes le vendredi 5 juin 2020 et c'est la journée mondiale de l'environnement. Il s'agit en fait d'une journée qui a été décrétée par les Nations Unies, hein, où chaque année, dans le cadre de leur programme des Nations Unies pour l'environnement, ils vont soulever à peu près, j'ai envie de dire, les mêmes questions sur la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité des vies, sur la qualité de vie des populations et de la survie de notre planète. Ça nous donne pour le coup quand même l'occasion de, pour nous au sein d'Attitude QHSE, de vous faire cette vidéo pour soulever une question qui revient quand même régulièrement. Est-ce que c'est possible de faire du business et de protéger l'environnement en même temps? Et pour ça, j'ai envie de relater avec vous des points, enfin, des points que je trouve relativement essentiels. En commençant par les moyens de prévention, de protection que certains ont trouvés à grande échelle, que je trouve extrêmement pertinente. On va commencer avec la fondation Gates. Bill et Melinda Gates, ils ont financé à Dakar, au Sénégal, en 2015, une installation expérimentale qui est nommée Omniprocesseur. Cette installation a pour but de transformer les eaux usées qui proviennent directement des stations, des fosses septiques, en 3 produits: électricité, cendre, qui est utilisée ensuite comme engrais, et aussi en eau. Alors, en eau potable, qui, pour l'instant, d'après ce qui est écrit, est utilisée uniquement à des fins agricoles. C'est vrai en fait que ça a fait polémique parce qu'on voit encore une vidéo de Bill Gates qui est en train de goûter l'eau issue de cette installation pour prouver que sa machine pouvait effectivement produire de l'eau potable. Il n'en reste pas moins que cette station expérimentale présente de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il coûte moins cher à l'investissement, il coûte moins cher en termes de coût de fonctionnement, il a une consommation réduite en matière d'électricité, puisque justement il en produit d'ailleurs. Il a aussi une consommation réduite d'eau, puisque tout le fonctionnement est basé sur le fait de chauffer ces eaux usées pour les transformer en engrais. Et justement, c'est cette chaleur qui est transformée par la suite en électricité. Et c'est quand même important de rappeler que la gestion des eaux usées reste quand même une question extrêmement importante, puisque si les eaux usées ne sont pas traitées et vont directement dans la nature juste après, cela peut quand même être sujet à une catastrophe, aussi bien pour la nature elle-même, mais pour les hommes qui habitent à proximité. Là, je vous ai quand même pris un exemple plutôt international. Si je vous prends un autre exemple local, c'est une entreprise qui est basée en Martinique et en Guadeloupe. Alors, je ne suis pas sponsorisée par eux, rien de ça, même si on a travaillé ensemble, donc du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu plus à l'aise pour vous parler de leur process. Mais je trouve que leur process est quand même relativement intéressant. Il s'agit d'une station qui est composée de filtres de végétaux à écoulement vertical pour le traitement des eaux usées. Donc en fait, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, à proximité de chez vous, vous n'avez pas une station d'épuration comme on voit de façon classique, vous avez un champ de fleurs et autres avec tous les avantages.
L'avantage, c'est que, déjà, un impact visuel, c'est très joli. C'est vraiment, vous avez un champ de fleurs, quoi. Je ne sais pas, les goûts et les couleurs se discutent, c'est vrai. Chacun a sa perception de ce qui est joli ou pas. Mais entre une usine et un champ de fleurs, voilà. Donc, un impact visuel non négligeable. Ensuite, il n'y a pas d'odeur. Ceux qui habitent à proximité ou pas loin des stations d'épuration, ils savent de quoi je parle. Là, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de bruit, puisqu'il n'y a pas de machine. En fait, tout est parfaitement naturel. Donc, en fait, on n'a pas le risque de voir de dysfonctionnement ou autre. Pas de consommation, ça coûte moins cher, pardon, à l'installation. Ça coûte aussi moins cher en termes de fonctionnement. Il y a peut-être que les appareils de mesure, je ne dis pas de machine, il y a quand même des appareils de mesure pour s'assurer que tout va bien, etc. Et tout. Mais en fait, on n'a pas derrière une infrastructure à gérer. Donc, vous voyez, les solutions en matière de protection de l'environnement existent. Elles se perfectionnent, elles s'améliorent quand même avec le temps. Et il faut quand même rester optimiste. Optimiste, il reste quand même du chemin à faire. Et vous vous posez la question, du coup, bon, ça c'est pas mal, hein, à grande échelle, certains, ils peuvent le faire, mais individuellement, comment individuellement chacun d'entre nous pouvons agir? Mais individuellement, je vous prendrai un exemple. Je pense que 99% de la population est concernée. L'eau des WC. Quand on tire la chasse, on utilise de l'eau traitée, de l'eau potable, qui vont traiter des eaux usées. De l'eau potable qui a fait tout un circuit, de l'eau potable qui a été traitée par des produits, par différents produits et pour qu'ils redeviennent potables, qui a utilisé tout un circuit qui revient dans nos WC pour pouvoir de nouveau être pollués par les eaux usées. Donc ça, c'est un premier point. Comment y pallier? Certains ont la capacité de pouvoir mettre en place, surtout ceux qui sont en maison individuelle, c'est beaucoup plus évident pour eux, de mettre en place des récupérateurs d'eau de pluie. Dans certains départements de France, notamment dans les Outre-mer, c'est encore plus pratique, hein, puisque le climat, la température permet de le faire. Dans certains départements de la France hexagonale également. Et une autre solution aussi qui existe, ce sont les toilettes sèches. Alors certains, tout le monde n'est pas forcément hyper fan, mais en Martinique, quand j'avais visité, je me promenais avec ma fille dans une forêt qui a été aménagée pour les visites, hein, et dans cette forêt qui venait tout juste d'être réaménagée, ils avaient installé des toilettes sèches. Et je vous avoue quand même que je ne suis pas fan des toilettes publiques, mais là, il devait être 14 heures, donc je pense qu'il y avait quand même pas mal de monde qui a dû utiliser ces toilettes, mais il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de papier toilette qui déborde ou de papier toilette par terre, des choses comme ça. C'était vraiment des toilettes très bien entretenues. Donc, mon regard sur les toilettes sèches ont vraiment, vraiment évolué depuis. Ensuite, autre solution que nous avons individuellement, c'est de planter des arbres. Eh bien oui, planter des arbres aux abords des entreprises. Pourquoi pas? Il n'y a que des bénéfices. Le premier bénéfice, pour ceux qui seraient éventuellement un peu machos, le premier bénéfice, il est que les arbres permettent de créer de l'ombre. Permettent de créer de l'ombre pour protéger vos véhicules, messieurs. Désolée pour la blague, vraiment la caricature. Mais très sérieuse, ce qui est très sérieux en plus, mais autre avantage, c'est que les arbres nous permettent de diminuer la température, et par conséquent, il va faire moins chaud. Il va faire moins chaud dans les bureaux, moins chaud aux alentours, donc pas forcément besoin de pousser la clim à fond, et ça permet aussi de capter le CO2. Et il semblerait, quand même, alors je ne sais pas du tout si cette étude est sérieuse ou pas, à vérifier, mais il semblerait que les arbres rendraient les gens plus intelligents. Donc, chef d'entreprise, planter des arbres. Désolée. Je vais continuer avec individuellement ce qu'on peut faire aussi, c'est de travailler sur les déchets. La gestion des déchets reste
une problématique qui, en France, de façon générale, on n'est pas champion du monde, quoi. Je ne vais pas dire qu'on sait pas faire, mais quand on compare nos résultats avec ceux de d'autres pays, on a encore un peu de route à faire. Il faut déjà noter qu'entre la France hexagonale et ses territoires d'outre-mer, il y a une forte disparité. J'ai travaillé sur une plateforme logistique qui fait partie d'un groupe international où la gestion des déchets avait été, de toute façon, les volumes le permettaient. Ce n'est pas nécessaire de massifier, en fait, de faire des regroupements de déchets avec d'autres entreprises situées ailleurs pour pouvoir avoir un volume suffisant pour pouvoir faire venir des prestataires ou emmener chez un prestataire les déchets qui vont être recyclés. Les volumes étaient déjà suffisamment importants pour cela. J'ai travaillé également sur une autre société, une industrielle automobile, où là, même chose, un groupe international, où là également, les volumes étaient suffisants, déjà sur un seul et même site, mais s'il fallait regrouper avec d'autres sites, cela aussi aurait été possible pour avoir le volume nécessaire pour faire déplacer un prestataire ou encore emmener le déchet chez le prestataire qui, pour le coup, achetait le déchet parce qu'à une certaine époque, suivant le déchet, ces prestataires achetaient les déchets. Ce qui faisait que les coûts de traitement, c'est-à-dire les coûts de mise en balle du déchet quand il s'agissait de carton, etc., étaient totalement, ou en tout cas partiellement absorbés par le prix de rachat de ce déchet par le prestataire qui le recyclait. Donc, bien sûr, le coût du déchet variait, c'était jamais exactement le même prix. Des fois, ils étaient un petit peu à perte, des fois, ils gagnaient un petit peu, des fois, ils gagnaient absolument rien. Mais ça restait globalement gérable que de devoir tout mettre à la décharge. Dans les territoires d'outre-mer, on est déjà sur autre chose. Dans les territoires d'outre-mer, la politique qui est appliquée, c'est la politique hexagonale. Sauf que nous sommes sur des territoires insulaires, y compris pour la Guyane. La Guyane est peut-être sur le continent américain, mais il fonctionne comme une île, parce que dans les territoires d'outre-mer, il y a bien d'autres îles à proximité, mais travailler avec eux en matière de gestion des déchets est extrêmement compliqué, parce que pour la plupart, je réfléchis, je ne suis pas loin d'être à la quasi-totalité des territoires qui sont à côté, à proximité de ces territoires, ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, la politique en matière de gestion des déchets n'est pas la même, avec toutes les complications que cela peut comporter. Donc, on travaille avec une politique continentale pour des îles. Donc, pas besoin d'avoir fait Bac 75 pour comprendre que ça va être extrêmement compliqué. Je ne suis pas très optimiste, en fait, sur les résultats positifs que pourrait éventuellement avoir une telle politique si elle est menée encore pendant très longtemps. Donc, pour l'instant, en attendant, ce sur quoi on peut travailler dans les territoires d'outre-mer, mais également en France hexagonale, sur la prévention des déchets. Il serait intéressant de pouvoir travailler par secteur d'activité sur les déchets qui peuvent être évités quand c'est possible. Prenons l'exemple, parce que nous avons mené une étude au sein de l'Institut QHSE pour une collectivité sur les biodéchets. Et cette étude avait apporté des résultats vraiment extrêmement satisfaisants qui consistaient notamment, sans dévoiler les résultats de cette étude, mais de travailler localement en fait, avec les produits locaux, ce qui permettait d'éviter d'importer des conserves et autres, de travailler plutôt avec les producteurs locaux et on arrivait sur une production de déchets qui était vraiment extrêmement significativement inférieure par rapport à une production normale. Donc, je vous ai donné un exemple comme ça parce qu'on a mené cette étude, mais il y a d'autres possibilités, mais il faut prendre le temps et mettre l'investissement nécessaire pour que ces études soient menées à bien et vraiment pouvoir dégager des pistes réelles pour que ça puisse fonctionner. En industrie, on serait, par exemple, les industries aux Outre-mer, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est sur des volumes beaucoup plus faibles qu'en France hexagonale. Donc, par conséquent, on peut travailler que sur le réglage des machines pour éviter d'avoir le moins de rebut ou de chute que possible. Autre solution, enfin, toujours
dans les moyens qu'on peut mettre en place. La deuxième est la bourse aux déchets. Donc, certains territoires d'outre-mer ont effectivement une bourse aux déchets, mais qui ne fonctionne pas, qui n'est pas optimisée en fait. Donc, il faudrait trouver et faire les équipes marketing des collectivités, des chambres consulaires qui ont mis en place ces bourses de déchets. La bourse de déchets, qu'est-ce que c'est en fait? C'est pour la plupart une plateforme sur laquelle est regroupée toutes les sociétés qui produisent des déchets et le type de déchets. Et à côté, les personnes qui souhaitent avoir ce déchet vont se rapprocher des entreprises pour pouvoir récupérer leurs déchets et les réutiliser. Pour faire, par exemple, celui qui a un stock important de palettes, pour faire des armoires, faire des étagères, ou encore faire des tables, ou autre. Donc ça existe, mais pas suffisamment utilisé, pas suffisamment communiqué dessus, et ce qui est quand même dommage. Je suis sûre qu'il y a forcément quelqu'un qui est doué en marketing digital, notamment, qui peut faire ces bourses de déchets exposés et être vraiment utile. La deuxième, autre solution hein, qui peut se cumuler peut être la massification en fait, de ce déchet sur les déchetteries, professionnelles ou pas professionnelles. Enfin, quand je ne dis pas professionnelles, c'est-à-dire les déchetteries à destination des particuliers. Hein, je ne parle pas de décharges sauvages. Hein, on est contre. On a, sur les territoires d'outre-mer, ils ne sont pas tous à la même enseigne. Certains territoires d'outre-mer sont bien dotés en matière de déchetterie, de particuliers. En matière de déchetterie professionnelle, on n'y est pas encore. Il y a encore du boulot, il y a encore des investissements à faire. Et dans ce cas, voir la possibilité de pouvoir, pour ces entreprises qui ne trouvent pas d'issue pour leurs déchets, au lieu de mettre en décharge ou en centre d'enfouissement technique, c'est peut-être ça le terme le plus politiquement correct, mais qui ne reste pas moins un trou dans lequel on met des déchets, mais c'est un centre d'enfouissement technique. Il paraît quand même, je pense, plus avantageux de pouvoir éventuellement travailler sur la massification des déchets des entreprises qui ne trouveraient pas d'issue, mais qui peut être utilisé en autre chose en fait. Donc, tout le circuit aussi, et le dernier point, c'est justement ce circuit solidaire qui serait quand même à même de pouvoir développer davantage. Donc, il y a des départements, des territoires d'outre-mer qui ont vraiment travaillé sur le sujet et qui continuent à le développer. Ça, c'est vraiment pas mal. D'autres qui sont encore à leur balbutiement. Et ces circuits solidaires vont vraiment pouvoir permettre de contribuer à cet effort collectif que tout le monde doit faire pour pouvoir réduire considérablement notre production de déchets. Parce que tant que sur les territoires d'outre-mer, on reste uniquement concentré sur un système qui va consister à reproduire la méthodologie continentale, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Donc, voilà, c'est le point que je voulais faire avec vous sur cette journée mondiale de l'environnement. C'est la journée justement pour réfléchir individuellement et collectivement sur comment on pourrait faire pour améliorer nos conditions de vie, parce qu'un territoire pollué n'est pas un territoire où des êtres humains peuvent vivre, tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi également à vous abonner à notre chaîne et comme ça, n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos que nous allons publier. Et je vous dis à dans le soleil.